Le grand décrochage à l'approche de la rentrée des classes avec cet entretien de Joachim Le Floch-Imad, essayiste et enseignant dans le JDD. Il alerte sur l'état de l'école dans notre pays. L'école brûle et la classe dirigeante regarde ailleurs. C'est ce constat absolument affolant. On va en parler dans un instant avec Gaëtan Marengo, qui est professeur d'histoire-géographie, porte-parole du collectif Les Stylos Rouges. Il sera avec nous, mais d'abord, voyez ce sujet d'Anaïs Baucher. Le grand décrochage. C'est la couverture du JDD alors que l'été touche à sa fin et que écoliers, collégiens et lycéens s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école. Les principales raisons évoquées pour justifier ce déclin de l'enseignement français sont nombreuses. Le manque de professeurs dû à une crise de recrutement, les manquements à la laïcité, l'augmentation des violences, la montée du communautarisme. Selon les chiffres du JDD, en 2024, un élève sur 4 en classe de 6e présentait de graves difficultés de compréhension de texte. Face à ce triste constat, l'enseignement chroniqueur Joachim Le Floch-Imad est clair. Notre école n'est plus un sanctuaire, mais la caisse de résonance des violences, des fractures et de la haine de soi qui ronge une société décivilisée. Notre système éducatif navigue à vue, au gré des contre-ordres, d'effets d'annonce et de propositions de façade sur des sujets périphériques. Les rythmes scolaires, l'éco-citoyenneté, les compétences psychosociales. La démission n'est pas seulement celle du ministre. L'école brûle et la classe dirigeante regarde ailleurs. Parmi les solutions qu'il propose pour redresser le système, l'impunité zéro pour les élèves violents et les parents démissionnaires, la revalorisation des professeurs et la remise à plat de l'éducation prioritaire. On est avec Gaëtan Marengo, professeur d'histoire géo, porte-parole du collectif Les Stylos Rouges. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews ce dimanche, à quelques jours de la rentrée. Ça se prépare, j'imagine, de votre côté. Oui, tout à fait, ça se prépare. On discute beaucoup au sein de notre collectif et effectivement, on redoute une nouvelle rentrée scolaire un peu à l'image des précédentes, c'est-à-dire sans réel projet politique, sans réelle mesure susceptible d'inverser positivement les choses, et puis sans réelle prise en compte des besoins à la fois des élèves et des personnels de la communauté éducative. Alors le constat fait par Joachim Le Floch-Imad, qui est enseignant, il est absolument effrayant. Monsieur Marengo, quand il parle notamment du niveau des élèves en mathématiques. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis quelques rentrées maintenant, effectivement, de cette baisse du niveau en maths, qui est aujourd'hui catastrophique, c'est ce qu'il nous dit en substance, qui se situe entre celui du Kazakhstan et du Monténégro. Oui, mais c'est vrai que ce genre de classement, on les a dans différents niveaux, vous savez. Alors pour le calcul, effectivement, peut-être que déjà ça pourrait venir de la formation des professeurs des écoles qui ont souvent une formation plus littéraire que scientifique déjà. Peut-être qu'on peut avoir le même classement d'ailleurs au niveau de la lecture. J'ai lu récemment que 20% des élèves de 3e avaient un niveau de lecture équivalent à ceux de CM2. Et puis on pourrait aller comme ça de plus en plus loin. Vous savez, 92% des élèves obtiennent le baccalauréat, mais 50% échouent en première année d'université. Et puis vous savez, on pourrait même prendre en compte la rémunération des enseignants, puisqu'on doit se situer au niveau de la Slovénie ou des pays d'Europe centrale et orientale. Donc vous voyez, je partage le constat de cette personne. Mais en fait, on pourrait le décliner dans tous les postes et dans toutes les disciplines. Ouais. Et peut-être même dans toutes les matières. En français, par exemple, il nous dit que c'est un petit peu le même problème. Un collégien sur 2 n'a pas les compétences élémentaires. Oui, et vous savez, alors on vous remercie toujours dans notre collectif de nous tendre un petit peu le micro parce que c'est l'occasion aussi de faire part de certaines remarques et de certains échanges. Vous savez, il faut quand même bien comprendre qu'aujourd'hui, notamment avec la loi pour une école de la confiance promulguée en 2019, on a mis le professeur sous la mire, si je puis dire, des familles et des élèves. Donc aujourd'hui, si vous lisez l'article 1er, les professeurs doivent être exemplaires. Voilà, et cette exemplarité vérifiée par les familles et les élèves qui peuvent se plaindre quand ils veulent si quelque chose ne leur convient pas. Alors en fait, ce qui s'est passé depuis ces dernières années, c'est qu'on a individualisé au maximum le parcours des élèves, ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves sont plus préoccupés par leur orientation que par les apprentissages. Et aujourd'hui, lorsque l'orientation ne donne pas satisfaction, celui qui est mis au banc
c'est le professeur. Donc la réponse, elle est assez simple, hein, c'est que si vous voulez que les élèves soient satisfaits, les familles, eh bien vous mettez des bonnes notes, vous achetez la paix sociale, vous dopez les résultats, et finalement ceux-ci ne veulent plus rien dire. Et c'est un petit peu le constat qu'a fait Madame la ministre au mois de juillet, quand elle a dit qu'il fallait quand même que la notation soit rigoureuse. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, le mal de l'école, en partie, il est lié à une individualisation maximale des personnes qui fréquentent l'école. Monsieur Retailleau, je l'écoutais il y a quelques minutes sur votre antenne, disait que le principe d'égalité, c'est pas ça. Je partage cette remarque. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire faire société, quel regard on porte sur l'école, cesser cette vision utilitariste de l'école, cette pression qu'on met sans arrêt sur les enseignants, et puis comme vous le disiez il y a quelques minutes, peut-être réfléchir aussi à la rémunération. Le dernier point sur la rémunération, parce que c'est aussi notre cheval de bataille, Monsieur Macron avait évalué à 10 milliards la revalorisation des enseignants, c'est-à-dire rattraper le gel du point d'indice depuis 15 ans. Je regardais le dernier rapport du Sénat de juillet qui disait que les aides aux entreprises, sans contrôle, sans rapport et sans contrainte, représentaient plus de 200 milliards d'euros, ce qui n'empêche pas les dites entreprises d'ailleurs de ne pas jouer le jeu, de licencier, etc., d'abuser des aides, etc. C'est ça la question. Aujourd'hui, est-ce qu'on met 10 milliards, par exemple, pour revaloriser les enseignants, ou est-ce qu'on continue à en balancer 250 milliards dans des aides où on ne sait pas où l'argent va? En fait, c'est un problème de projet de société. Vous faisiez référence au président de la République, effectivement, Emmanuel Macron, qui est totalement absent sur ce sujet aujourd'hui. Il avait pourtant fait de l'éducation une priorité lors de sa campagne présidentielle de 2022, et aujourd'hui, plus un seul mot sur la question de l'école. Alain Bensoussan. La question de l'école, avec toutes ses difficultés, ça dure depuis des années. Mais il faut dire là encore que maintenant, il y a possibilité pour la France et pour l'école d'avoir une réaction très forte avec l'arrivée d'une nouvelle technologie qui va tout changer. Changer le professeur, changer l'élève, changer les familles, changer le rapport à la connaissance. C'est l'intelligence artificielle. Mais changer pour le bien ou pour le mal? Alors, comme toujours, les technologies, elles ne sont pas neutres, mais c'est l'orientation qu'on lui donne. Parce que pour le moment, c'est un côté un peu effrayant quand même. Hein. Mais vous avez raison, c'est la raison pour laquelle il faut le prendre par l'école. L'intelligence artificielle, partout, c'est pour tous, elle est aujourd'hui un élément extrêmement important. Il se passe la même chose qu'en 1995 pour l'Internet. Il y avait les familles, et notamment les parents, même si on a mis au centre du dialogue professeur-parent, comme vous dites, l'individualisation des parcours, j'avais indiqué que l'école, elle n'avait plus d'autre moyen que de prendre en charge la régulation de l'Internet par rapport aux enfants, parce que les familles et parce que la société n'avait pas de solution. Eh bien, aujourd'hui, il y a le même challenge. L'intelligence artificielle, partout c'est pour tous, elle est à l'école. Il faut la construire à l'école pour qu'on ne devienne pas dépendante de l'IA, mais qu'on devienne effectivement en conjugaison avec l'IA. Et je pense que le gouvernement, et de manière générale, tous les démocrates dans ce pays pourraient, alors que la France a une position très forte sur l'intelligence artificielle, poser la problématique, bien évidemment, du revenu des enseignants, bien évidemment de son financement, mais devrait poser un grand projet français pour l'IA, pour les enfants. Gaëtan Marengo, une dernière question. Évidemment, vous avez fait référence à la rémunération des enseignants, qui est un vrai sujet, un vrai problème. Il y a aussi la disparition de l'autorité des enseignants qui pose problème aujourd'hui à l'école. Comment est-ce que les enseignants peuvent retrouver cette autorité face aux élèves ? Écoutez, ça c'est vraiment le gros débat de notre collectif. La rémunération en fait partie, puisque de toute façon, vous savez qu'aujourd'hui, à peu près sur une carrière en moyenne, la rémunération des enseignants, c'est 30 000 euros bruts par an, hein, à quelque chose près, tout corps confondu. Et étant si mal rémunéré, il y a une perte d'attractivité. On recrute donc des gens qui sont moins qualifiés, et ça se ressent dans la pédagogie, la didactique, et voire même le crédit des enseignants vis-à-vis des familles et des élèves. Et puis également, ça n'attire pas du tout, par exemple, les personnes qui ont des cursus scientifiques, qui ont des carrières qui sont beaucoup plus lucratives dans d'autres domaines que l'éducation.
Vous savez, en tant qu'enseignant, je peux vous le dire, ma crainte à moi, par exemple, à la rentrée, c'est que je vais retrouver des effectifs pléthoriques, 35 élèves par classe. Je vais retrouver une pression quasiment hebdomadaire des parents qui vont sans arrêt contester les notes que je vais donner à leurs enfants parce qu'ils vont considérer que mes notes sont peut-être moins bonnes que celles de certains collègues ou dans d'autres établissements. Les élèves surveillent via l'application Pronote leur moyenne qui varie comme une cotation boursière. Dès que ça descend de 0,2, ils vont voir le prof responsable en question. Et si vous voulez, tout ça, ça contribue au délitement de l'autorité de l'enseignant. Et je vous le rappelle parce que pour nous, c'est très important, cette loi pour une école de la confiance de 2019, avec son article 1er qui met le professeur au banc ou qui le met sous l'œil scrutateur des familles et des élèves, c'est particulièrement néfaste. Nous pensons qu'il faut au contraire prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire remettre les enseignants au cœur du système et déjà en les rémunérant mieux et puis en cessant aussi de les critiquer ou de les dénigrer sans arrêt dans les médias, via les pouvoirs publics et autres. Vous allez voir, il y a eu 2 mois de vacances, soi-disant, parce que c'est bien connu que je suis parti 2 mois aux Bahamas, et on va me dire, bah tiens, t'es pas trop bronzé, mais t'as un beau métier quand même, t'es toujours en vacances. Mathieu, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui, alors je suis d'accord en partie avec le constat de Gaëtan Maringo, mais je considère, et nous considérons, et on va sortir un rapport sur le sujet, sur le déclin de l'école, que la problématique de l'école n'est pas une problématique de moyens, c'est une problématique de philosophie ou de doctrine. C'est-à-dire que la France, quand on compare par rapport aux autres pays de l'OCDE, aux autres pays européens, dépense autant de son PIB pour l'éducation. 14% du PIB chaque année, c'est d'ailleurs le premier budget de l'État. Et l'éducation nationale, et on dit souvent ça, c'est le 6e plus gros employeur du monde. Il y a 1 million de profs dans notre pays. L'État dépense autant que les autres pays de l'OCDE pour les questions d'éducation. Pour autant, est-ce que nos résultats sont meilleurs ? Est-ce que les élèves français font partie des meilleurs dans les classements PISA ou dans les classements Teams ? La réalité, c'est que non. Et c'est ce que dit Joachim dessus, c'est que les élèves français, sur plein de sujets, le français, les mathématiques, les sciences, etc., font partie des plus mauvais. Ça, ce sont des chiffres. Mais il y a une réalité concrète. On a accueilli, par exemple, 70 000 élèves ukrainiens depuis le conflit en 2022. Il y avait eu un sujet très intéressant fait par Europe 1 en 2022 qui montrait que les élèves ukrainiens sont en mathématiques bien meilleurs que les élèves français. Bien sûr. Et ils trouvent que c'est trop facile de suivre en classe en France, alors que l'enseignement est délivré en français. Mais vous imaginez, il y a 20 ans, 25 ans, on pensait que les élèves ukrainiens seraient meilleurs que les élèves français. J'ai rien contre les élèves ukrainiens, bien évidemment, et c'est bien qu'ils soient dans notre école. Mais aujourd'hui, le déclin de l'école est tel, mais c'est un sujet qui n'est pas un sujet de moyens. Le niveau de maths se trouve entre le Kazakhstan et le Monténégro. Exactement, et ça a une traduction très concrète. Ensuite, la question de fond, c'est pas une question, donc comme je dis, c'est pas une question de moyens, c'est une question de philosophie. Et un des problèmes de la philosophie, c'est que depuis 40 ans, notamment depuis la fameuse loi Jospin, et puis Chevènement, etc., c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle l'égalitarisme, c'est-à-dire le nivellement par le bas de l'école. On a considéré, parce qu'il y a eu des travaux de sociologues qui disaient que c'était mieux dans une classe pour élever le niveau d'une certaine façon, entre guillemets, qu'il fallait justement qu'on arrête les groupes de niveau, parce qu'en fait, en mettant des groupes de niveau, en fait, on tirait les meilleurs vers le bon, et qu'en fait, les moins bons étaient moins bons. Et en fait, on a nivelé vers le bas en baissant le niveau des meilleurs pour les rapprocher des moins bons. Et ce sujet de philosophie, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les élèves français sont malheureusement les pires d'Europe. Et c'est un vrai problème en termes de conséquences pour l'employabilité des jeunes, pour le niveau de notre économie, etc. On va remercier Gaëtan Maringo d'avoir été avec nous, professeur d'histoire géo, porte-parole du collectif Les Stylos Rouges.